tous et à toutes dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller. Ce soir, c'est une soirée spéciale à la découverte du manga avec lecteur.com, qui est le site de la Fondation Orange. Ce soir, nous accueillons Timothée Guédon, qui est éditeur aux éditions Kana. Et pour animer cette rencontre, on retrouve Michael Brun-Arnaud de la librairie Le Renard Doré, qui est une librairie spécialisée dans le monde du manga et la culture japonaise. Cette librairie, elle se trouve au 41 rue de Jussieu, si je ne me trompe pas, dans le 5e arrondissement. Avant de vous laisser discuter, messieurs, je voudrais juste rappeler que la Fondation Orange a organisé un MOOC BD. Alors, un MOOC, c'est des cours en ligne. Ils sont toujours en ligne, ils sont toujours disponibles. Et rappelez que les MOOC culturels de la Fondation Orange sont accessibles à tous et ils sont gratuits. Rappelez aussi que nos amis participants peuvent poser des questions à Timothée et à Michael par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Messieurs, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Et bonjour Timothée. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Et ce soir, nous sommes là pour parler de manga. Nous avons eu l'occasion très souvent de parler manga tous les deux. Maintenant, nous le faisons pour essayer de le diffuser à un plus large public, qui sont les spectateurs de Un endroit où aller. Et peut-être que je me disais qu'on pourrait commencer par leur parler du manga, de savoir ce qu'est le manga. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition de ta définition en tant qu'éditeur de ce qu'est le manga? Pour moi, le manga, c'est de la bande dessinée, mais de la bande dessinée japonaise. Voilà, c'est vraiment la même chose que de la bande dessinée franco-belge, qu'un Tintin et Milou, sauf que au niveau du format, de la pagination, du sens de lecture, ça va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître en franco-belge. Mais c'est vraiment voilà, de la bande dessinée, mais fait par des artistes japonais. C'est vrai que finalement, d'avoir ce terme qui a été décrit par Okusai, donne envie de penser que c'est quelque chose d'extrêmement différent. Alors, ça l'est un petit peu parce que le manga est une œuvre qui est un peu codée, qui est un peu genrée, en tout cas au Japon. Si nous, on va essayer ce soir d'essayer de le démocratiser et de parler de thématiques, au Japon, c'est un peu différent. Au Japon, c'est vraiment une industrie et c'est très ciblé par public, par tranche d'âge. Il va y avoir du manga pour les tout jeunes, pour les ados, pour les jeunes adultes, pour les personnes dans la vie active, mais aussi pour les retraités. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise. On lit du manga de 7 à 77 ans. On pourrait reprendre le slogan du journal Tintin, mais, et ça commence même, je pense, encore plus tôt que 7 ans, parce que au Japon, ils ont un rapport à l'image beaucoup plus important que nous, où on a tendance à passer par la littérature, par le texte. Au Japon, les idéogrammes, l'image sont beaucoup plus présents, donc ça a peut-être aussi facilité l'installation de ce genre auprès de la population japonaise. Alors, c'est vrai que le manga, il y a plusieurs parties de manga. Comme tu le disais, il y a du manga qui est plutôt spécialisé aux adolescents, plutôt aux adultes, plutôt aux jeunes garçons, plutôt aux jeunes filles. Ça porte des noms très codifiés que je ne vais pas utiliser ce soir. Mais est-ce que finalement, le manga pour adolescents ne serait pas celui qui est le plus surreprésenté en France? Par exemple, tout le monde connaît Naruto et tu es l'éditeur de Naruto, euh, qui est un succès immense que tout le monde connaît, mais finalement, c'est peut-être le plus surreprésenté. Oui, mais alors c'est effectivement le genre le plus surreprésenté, mais c'est aussi le cas au Japon. Parce que, sans doute parce que c'est la meilleure porte d'entrée dans le manga. Et ça nous prend quand on est effectivement enfants, jeunes ados. On est happé par cette narration, par ces histoires, par ces personnages. Et après, une fois qu'on a compris les codes du manga, ben on va aller explorer et découvrir d'autres types d'histoires. Mais donc, c'est vrai que oui, le manga pour jeunes garçons à la Naruto, c'est effectivement le genre le plus représenté, le plus vendu, que ce soit au Japon ou en France. Oui, je crois que Naruto, encore cette année, a dépassé des records. Oui, oui, alors que la série est arrêtée depuis 2016, ça a été le titre le plus vendu en 2020. En gros, on a vendu un Naruto toutes les 30 secondes en 2020. Donc, c'était assez oui, hallucinant.
Mais voilà, preuve de l'engouement et surtout que voilà, il y a une deuxième génération de lecteurs qui se mettent au manga. Certains, à une époque, disaient oui, le manga, ça va être un effet de mode. Eh ben, pas du tout. En tout cas, voilà, il y a des lecteurs et ils sont nombreux et fidèles. Oui, et aujourd'hui, pratiquement une BD sur deux vendue en France est un manga. C'est des chiffres qui sont tombés très récemment, qui ont choqué tout le monde, mais on commence à l'apercevoir. Tu as parlé de séries. C'est vrai que le manga, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, vous avez souvent affaire à des choses en série parce que le manga sont des œuvres évolutives. Évolutives parce que, si je ne me trompe pas, Timothée, au départ, un manga, ça ressemble pas à ça au Japon. Est-ce qu'on édite tout de suite des livres reliés comme ça ou est-ce que c'est un système un peu différent? Non, c'est effectivement un système différent. Ça passe par les magazines de prépublication. Ce qu'on a connu, nous aussi, à une époque, en BD franco-belge, enfin, où, voilà, le journal Tintin ou encore un magazine comme Spirou sont des magazines qui paraissent toutes les semaines, tous les mois, avec des histoires feuilletonnantes. Et donc, on a une planche, et puis, enfin, une ou deux planches, ça dépendait des séries. Et dans le prochain numéro, on a la suite de l'histoire. Et eux, c'est ce principe-là qui est appliqué. Donc, ils commencent avec des... Alors, leurs magazines, à eux, sont plutôt de la taille d'un annuaire téléphonique, imprimé sur un papier de mauvaise qualité, ou quand on feuillette le magazine, après on a plein d'encre sur les doigts, mais parce que c'est vraiment de la consommation jetable. On achète le magazine, on lit les histoires, les séries qu'on suit, et puis on jette le magazine. Il ne va pas être conservé. Et une fois que il y a suffisamment de chapitres à être parus dans les magazines, alors on passe au volume relié que tu montrais à l'instant. Et c'est ce rapport avec leurs éditeurs qui, lorsqu'ils publient leurs chapitres, peut permettre à une œuvre d'évoluer. C'est ça qui est intéressant dans le manga, c'est qu'on va lire le chapitre 1, le chapitre 2, et finalement on a un artiste qui va s'améliorer en traits, en narration, par le contact avec son éditeur, par la réponse même de ses lecteurs, de ses fans dans les magazines. Et donc ça en fait des œuvres évolutives. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que le manga est une œuvre plurimédiatique. Au départ, on est sur des chapitres, qui se transforment en livres, qui peuvent se transformer en animation, qui peuvent se transformer en film. En fait, on a une culture qui commence à traverser, enfin, qui a bien commencé déjà à traverser les frontières par cette plurimédiatisation. Voilà. Et alors moi, je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous raconter ma petite histoire, comme ça nous permettra d'enchaîner un petit peu. C'est que j'étais aussi un grand lecteur de littérature, je le suis toujours. Et comment j'en suis venu au manga, et c'est peut-être comme ça que vous y viendrez aussi, c'est que il y a eu des moments où pour moi le texte était, il était difficile pour moi d'entrer dans un roman, dans une narration plus longue. Et j'ai trouvé dans le manga quelque chose, un besoin d'émotion, un besoin de graphisme, un besoin de thématique qui était finalement assez efficace, assez rapide. Je ne sais pas si tu es venu comme ça toi aussi, Timothée. Alors moi, je suis arrivé au manga par la bande dessinée au sens large. Je suis un fan de bande dessinée depuis tout petit. Enfin, voilà, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait déjà un peu de bande dessinée. Alors c'était plutôt voilà, Blake et Mortimer, Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe. Et puis, voilà, au fil des ans, j'ai découvert que il y avait plein d'autres choses en bande dessinée, qu'il y avait aussi de la bande dessinée américaine avec du comics de super-héros notamment, et aussi de la bande dessinée japonaise, le manga. Et donc voilà, je suis un fan de bande dessinée au sens large. Donc, mais c'est vrai que ce qui m'a frappé dans le manga, c'est qu'il y a un côté addictif et une empathie très forte, une identification au personnage qui se met en place. C'est dans leur façon de raconter les histoires, dans leur grammaire graphique, où ils jouent beaucoup plus sur l'émotion. Et c'est ça qui va faire que voilà, on s'attache aux personnages, on a envie de les suivre, on vibre avec eux, et on va comme ça enchaîner les volumes, les chapitres. Et ils savent très bien raconter des histoires et nous attraper par la main, et après ne plus nous lâcher. Et ils vont avoir le temps de le faire par ce processus narratif qui implique de pouvoir faire plusieurs tomes, plusieurs volumes, qui est
finalement quelque chose d'un peu plus rapide aussi que la BD franco-belge qui met parfois plus d'un an, 2 ans à sortir. C'est vrai que dans le manga, on a une suite, c'est assez addictif, on peut l'avoir très rapidement, en tout cas par notre système à nous en tant que Français qui pouvons acheter des suites. Euh, on va s'intéresser à quelques œuvres que nous avons choisies ce soir. Euh, j'ai voulu montrer par les œuvres que nous avons choisies que, effectivement, en tout cas moi en tant que lecteur, parfois j'ai un besoin d'émotion, j'ai un besoin de thématique et que le manga a su y répondre. Et je voudrais commencer justement par cette œuvre que je tenais juste à l'instant, qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, qui est une œuvre de Fumio Kono, qui est une œuvre de 2006 et qui se passe en 1944. Je vais peut-être présenter l'histoire et ensuite je te laisserai donner ton avis et toute la spécificité de ce titre-là. Ok. Donc, dans un recoin de ce monde, c'est pour les personnes qui vont avoir un besoin de récits historiques assez romancés. Dans un recoin de ce monde, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Suzu, qui naît dans les environs d'Hiroshima et qui est dans une famille un peu modeste, en fait, qui fabrique des feuilles de nori, qui sont des feuilles d'algues qu'on utilise pour les sushis, pour la nourriture. Et c'est une jeune femme qui est dans un monde en proie au changement, parce qu'en fait, on va suivre son enfance dans les années 30-40. Et en 44, elle a entre une quinzaine et une vingtaine d'années. Et elle a une particularité, c'est qu'elle aime bien utiliser son crayon, son fusain pour gribouiller quelques petites choses, pour observer ce qui l'entoure, ce monde qui est en proie au changement. Et son existence aussi va être bouleversée par le changement, puisque nous sommes en 44, nous sommes à Hiroshima. Et si l'histoire, elle, est en train de s'occuper de changer le monde et les gens, elle aussi, puisque lorsqu'on a 20 ans, en tout cas lorsqu'on est près de la vingtaine, en tout cas, on commence à penser, à réfléchir au mariage. Et si ce n'est pas nous qui réfléchissons, c'est surtout les familles qui vont y penser parce que c'était vraiment un temps, et ça se fait toujours, de mariage arrangé. Et donc, on a cette jeune fille qui va atterrir dans une toute nouvelle famille, qui va être déracinée et qui va nous raconter son histoire dans ce monde en changement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce titre? Je vais peut-être plus vous parler un peu de Fumio Kono, qui est une autrice donc, qui est née à Hiroshima. Et donc, évidemment, cette ville a été frappée voilà, lors de la Seconde Guerre mondiale par l'explosion d'une bombe atomique. Et comment on vit dans une ville comme Hiroshima, comment on avance, comment on se construit, alors qu'il y a tous ces morts, toutes ces personnes qui vivent encore avec les séquelles de cette atrocité. Et c'est ça qu'elle aborde dans ses œuvres, que ce soit dans Un recoin de ce monde ou dans Le pays des cerisiers. C'est vraiment avec la douceur de son crayon, ce quotidien, malgré tout. On avance, on construit, on grandit, on évolue, et c'est en ça que c'est très touchant, et elle arrive à le faire d'une manière très, très subtile et de manière très douce. Voilà, son dessin, son graphisme, il y est pour beaucoup, et ces personnages aussi sont parfois un peu naïfs, on les trouve oui, manquer de caractère, mais non, ça fait partie de l'histoire et de la vie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, je crois, retenir de cette autrice. Oui, et c'est ce qui est important aussi, c'est que j'ai choisi aussi de commencer par une autrice parce que c'est assez intéressant d'avoir une œuvre qui n'est absolument pas militante, qui n'est absolument pas féministe dans la manière d'aborder son sujet, mais qui va présenter un destin de femme. Et c'est important, là, je pense, en 2021, d'avoir un destin de femme. Euh, c'est pour moi aussi une œuvre de résilience, puisque c'est une femme qui va faire le deuil de tout l'avenir qu'elle avait peut-être songé pour elle par ce mariage qui lui est imposé, qui va faire le deuil de toutes ses possibilités immatures, le fait de dessiner, elle va gentiment le mettre de côté, ça va être considéré comme une lubie. Et finalement, c'est aussi une femme qui va faire le deuil de bien plus lorsque la guerre va s'abattre sur elle et sur sa famille, en tout cas la guerre et la bombe. Je n'en dis pas plus, c'est une série en 2 tomes. C'est important pour les gens qui commencent le manga, si vous envisagez de commencer le manga ce soir, de ne pas vous lancer dans des œuvres trop longues, puisque c'est aussi quelque chose
voilà, financièrement, il faut pouvoir s'acheter tous ces livres-là. Donc, c'est une série en 2 tomes, très poétique et je crois que d'un point de vue du trait, comme tu le disais, c'est très, très doux et je crois qu'elle adore, Fumio Kono, jouer avec, le la tradition. Parfois, elle aime bien nous montrer des choses qui vont ressembler à des estampes. Je pense à hop, je vous montre des petites choses, mais là, on a une composition picturale qui est vraiment de l'ordre, vous pouvez regarder une estampe d'Hiroshige, on peut avoir ce genre de choses-là, ce genre de composition-là, comme elle le fait, elle, dans une œuvre qui est une œuvre finalement de grande consommation, comme tu le disais. Donc, c'est joli ce parti pris. Ouais, mais je crois que tous ces auteurs s'inscrivent un peu dans une tradition. Tu évoquais tout à l'heure le fait que Hokusai a été un des premiers artistes à utiliser le mot manga. Et bien voilà, ils ont quelque part ses prédécesseurs célèbres avant eux, et donc ils se sont nourris de cette culture graphique. Donc certains y font des clins d'œil plus ou moins appuyés. Donc c'est toujours plaisant et agréable à retrouver. Et ce qui est aussi intéressant avec son récit, c'est que bah, voilà, on découvre le Japon de ces années-là, le quotidien des gens, ce qui est toujours aussi une fenêtre sur une société, une époque, une autre culture que la nôtre, entre voilà, ces différences et ces similitudes. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir essayer de passer à une autre époque, puisqu'on a montré une époque, on a vu qu'on pouvait avoir un besoin historique et être rassasié d'histoire grâce au manga. Je vous propose de partir vers un label un peu plus récent, qui est une collection que vous avez commencé l'année passée, qui est la collection Life, avec son premier titre qui a été assez emblématique en librairie l'année dernière, qui s'appelle Just Not Married, Ouais. et qui, malgré le titre, n'est pas un manifeste au non-mariage. Donc, on est sur de la romance. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? L'idée avec cette collection Life, c'était de proposer des titres aux fans de manga, mais qui ont grandi, donc qui sont voilà, des jeunes adultes qui ont fini le lycée, rentrent à l'université ou dans la vie active, et qui voilà, ont envie de trouver des histoires un peu plus en adéquation avec ce qu'ils peuvent vivre eux. Et Just Not Married, c'est l'histoire d'un couple. Ils vivent ensemble depuis 8 ans, mais ils sont toujours pas mariés. Et ça se passe très bien. Ils le vivent très bien, sauf qu'évidemment, lors de réunions de famille ou d'anciens élèves, il y a évidemment la question, et alors, c'est pour quand et quand est-ce que vous allez faire un bébé? Cette espèce de poids que la société peut faire peser sur les gens. Et là, pour le coup, c'est la même chose en France, où on va avoir aussi l'oncle ou la tante qui, a un repas de famille, est là. Et alors, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu fais des bébés? Et au bout d'un moment, voilà, ça nous pèse. Et ce qui est très, très drôle dans cette série, c'est qu'on a le point de vue tour à tour de la femme et de l'homme sur un même événement. Comment ils le vivent, chacun de leur côté. Et c'est très riche d'enseignements sur l'autre, finalement, où parfois, effectivement, on se chamaille, ou on se prend la tête sur une broutille. Et là, effectivement, on découvre, voilà, l'autre n'a pas vécu les choses de la même manière que nous, et c'est peut-être pour ça que ça s'est mal passé, et que finalement, voilà, il faut réussir à dialoguer pour dégoupiller un peu les petites choses qui nous embêtent, alors qu'il n'y a pas de raison. Oui, c'est bien la communication qui est au centre de ce titre, la communication entre conjoints dans tous les cas. Et c'est peut-être aussi un besoin pour Higurashi, c'est une autrice, hein, si je ne me trompe Ouais. pas, qui s'interroge sur le couple, sur la permanence des sentiments. Est-ce que finalement, est-ce que ça peut durer toujours? On peut avoir cette interrogation-là lorsqu'on est depuis 8 ans en couple. Ils ont 30 ans en plus, hein. Ils sont tout jeunes. Ouais. Il y a vraiment cette permanence, l'évolution dans le temps de ces sentiments et tous les éléments extérieurs. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi dans ce titre-là, c'est qu'on a leur point de vue à eux. Et à chaque fin de tome de cette série très courte, si jamais vous vous demandez si vous pouvez la commencer, c'est une série qui a 5 volumes, qui est terminée. Et à chaque fin de tome, on a un personnage secondaire. Et alors, il y a une profondeur de récit par l'intervention de ce personnage secondaire qu'on a vu apparaître tantôt un chapitre, tantôt par-ci, par-là, et qui va nous amener une profondeur énorme, qui va dire, voilà, ce titre ne parle pas juste
ne parle pas juste de romance, il parle aussi d'amitié, il parle de société et de comment cette société japonaise peut être comme une sorte de surmoi un peu oppressif qui va dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, attention. Ils sont, ils sont en train de se disputer, qui pensent déjà à ce qu'il faudrait faire plutôt qu'à ce qu'ils ressentent. Donc, est-ce que tu penses que finalement, ce titre est un peu, je ne sais pas, une petite déclaration d'hystérie? On peut enfin avoir du sentiment un peu plus brut, un peu plus direct, se dire, voilà, le sentiment est au centre d'un manga sans que ça soit déguisé. Difficile de parler à la place de l'autrice, mais et surtout dans une autre culture, une autre société, où voilà, on l'a vu à travers d'autres mangas, effectivement, notamment la question du mariage et de vivre conjointement ne s'est pas du tout appréhendé de la même manière que chez nous. Et donc voilà, le poids de la société est sans doute beaucoup plus important au Japon. Je pense notamment sur les femmes, où voilà, à 30 ans, si vous n'êtes pas marié et déjà sur le point d'avoir votre premier enfant, quelque part, on vous renvoie à la figure que non, ça ne va pas. Et effectivement, elle est dans ce discours-là, ben non, 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 tout va bien. Il n'y a pas de raison de considérer que vous avez raté votre vie. Et ça, effectivement, c'est peut-être nouveau de la part d'une autrice japonaise. Et alors, est-ce que tu peux nous le dire ou pas? Est-ce qu'ils vont finir par se marier? Il va Oui, falloir. oui. Oui, mais à leur manière et pas du tout parce qu'on leur demande, on leur impose de se marier. Voilà, ils vont le faire. J'ai déjà un peu oublié la raison. Je me demande si elle n'est pas C'est très un, c'est terre à terre. c'est un déménagement et c'est le fait Ouais, de c'est ça. devoir faire des démarches administratives. Voilà, où c'est beaucoup plus simple une fois qu'on est marié. Et du coup, oui, le mariage, ils le font. Alors, elle va avoir sa robe de mariée, va choisir sa robe de mariée, mais ça va être voilà, un mariage comme elle a envie de le vivre et pas comme voilà, la famille pourrait l'imposer. Et c'est Et en ça que c'est très positif comme message. ce qu'il y a de très beau, en tout cas, dans cette série, c'est parfois les auteurs vont, comme en littérature, se laisser aller à un moment de poésie. On va dire que vous avez une narration qui est très structurée, d'un coup, vous allez avoir un moment de poésie. Puis dans Just Not Married, vous avez ce moment très touchant où l'appartement des tourtereaux va s'exprimer le temps d'un chapitre pour dire lui-même tout ce qu'il a vécu avec ce couple-là, d'avoir cet intervenant extérieur. Et c'est extrêmement poétique. On s'y attend pas du tout. Et c'est beau d'avoir ces moments de narration. Comment on peut l'avoir en littérature qui sort du cadre comme ça? Ouais, c'est effectivement une parenthèse comme ça qui surgit, petite bulle. Donc, c'est Just Not Married. Voilà. Donc, une série en 5 tomes qui est déjà terminée, malheureusement. C'était un peu court, mais c'est parfait pour vous si, voilà, si vous avez envie de vivre une relation dans la trentaine avec tout ce que ça implique et tous les questionnements que ça implique. Et décidément, j'ai choisi beaucoup d'auteurs féminins ce soir et j'aimerais qu'on rebondisse du coup pour parler aussi de cette société japonaise, pour parler de cette société japonaise et pour parler du besoin de montrer cette différence. C'est vrai qu'on est dans une société où on a de plus en plus besoin d'affirmer cette différence. Au Japon, comme dans d'autres pays, c'est pas toujours facile. Et vous avez sorti très récemment une œuvre sur une héroïne qui est un petit peu différente, qui est une œuvre plutôt ado et qui s'appelle Shy. Oui, là, on est effectivement dans le manga pour ados, histoire de super-héros, où on va retrouver là, pour le coup, tous les codes du genre super-héros avec les super pouvoirs, les costumes, l'identité secrète, les super-vilains. Voilà. Mais, petite effectivement particularité de ce titre, c'est que déjà l'héroïne est timide, ultra timide, c'en est presque maladif, où dès qu'elle doit intervenir en public pour
faire une présentation, une démonstration, elle est tremblante, rougie et paniquée. Et après, mais ce qui va différencier ce type d'autres types de super-héros, c'est qu'évidemment, il va y avoir des combats avec les méchants, mais ce n'est pas la force physique ou les pouvoirs qui vont être mis en avant, mais c'est vraiment ce qu'on a au fond de soi, ce qui fait qu'on est ou pas une belle personne. Et c'est ça qui va être le ressort qui va permettre de sauver les autres. Ou au contraire, est-ce que les émotions qu'on peut avoir en nous, les émotions positives, mais aussi parfois négatives, à quelle émotion on cède, quelle place on lui laisse prendre, comment elle nous envahit. Et c'est en ça que le bien et le mal vont s'opposer dans cette série, où elle va essayer de mettre en avant tout le côté positif des émotions, alors que le méchant, lui, va au contraire tirer l'humain vers ses penchants les plus négatifs pour changer le monde. Et cette héroïne sur laquelle il est facile finalement de s'identifier, est-ce que justement, c'est pas, est-ce que ce genre de manga, donc, qui s'appelle le shonen, répond à une utilité sociale pour toi, une utilité émotionnelle chez l'adolescent? Comment on pourrait expliquer là à tous les parents qui nous suivent pourquoi leurs ados sont si accros à ce genre particulier de manga, comme Shai? Parce que avec ce type de personnage où elle n'est pas justement l'archétype du super-héros ou de la super-héroïne super grande, super jolie, sûre d'elle, on va s'identifier, on va se trouver, oui, moi aussi je peux avoir mes difficultés à m'intégrer dans une classe, à m'intégrer à un groupe, à faire face au groupe, à m'exprimer devant les autres. Et via les valeurs véhiculées par le personnage, on arrive petit à petit à comprendre comment on peut dépasser ces difficultés-là, ces handicaps-là, comment on peut arriver à se surpasser. Alors surpasser, pas forcément dans le sens super-héroïque, mais petit à petit à faire des petits pas qui vont nous aider à relativiser et à prendre de la distance par rapport à ce que la société nous renvoie comme message ou comme injonction, alors que non, en s'assumant, en prenant petit à petit confiance en soi, voilà, on va réussir à grandir tout simplement et à continuer d'avancer dans la vie. Oui, parce que finalement, chez Shai, si son côté extraordinaire est en train d'apparaître, c'est finalement son côté ordinaire qui fait qu'on va pouvoir s'attacher à elle. Cette angoisse, cette anxiété sociale, c'est hyper intéressant de pouvoir montrer le poids des émotions, surtout dans une société, j'imagine, en tout cas, on l'a tous vécu, hein, le poids du conformisme dans les années lycée, quand on est ado, c'est quand même très difficile. Donc ce genre de titre est assez intéressant, justement, et c'est bien qu'il y ait une héroïne féminine pour aussi, parce qu'on en a beaucoup, hein, vous-même, chez Kana, vous en avez plein des héros masculins, et là, c'était bien d'avoir quelqu'un Ouais. Un peu, ouais, qui soit au devant de la scène. malgré cette timidité. Mm. C'est une série qui n'est pas terminée au Japon? Non, qui est toujours en cours. Je crois que le 7e tome paraît actuellement au Japon. Et donc nous, là, on a sorti les 2 premiers au mois de janvier et on va essayer d'avoir un rythme de parution assez rapproché, en tout cas sur les premiers tomes, avant de rattraper le rythme japonais. Parce que voilà, le manga, c'est aussi ça, le secret de sa réussite, c'est qu'on a envie de connaître la suite et donc on n'a pas forcément envie d'attendre 1 an avant d'avoir la suite des aventures. Alors, on va parler d'une autre thématique. On a parlé de romance, on a parlé de différences, d'histoire. Timothée, est-ce que je suis complètement fan de polar? J'adore lire tous les Olivier Norek, etc. Est-ce que je peux lire un titre chez Kana? Plus d'un. En polar, oui, c'est un genre qui est très représenté dans le manga.
Un des maîtres du genre, c'est Naoki Urasawa avec Monster, qui nous sert souvent justement de porte d'entrée pour les personnes qui ne connaissent pas le manga, mais qui voilà, aiment bien les récits policiers. Voilà, Monster, Naoki Urasawa, c'est un titre à recommander. Mais on va avoir aussi des choses plus fantastiques, tout en étant du thriller, mais moins un polar. Voilà, ça va être un Time Shadows, où on est l'histoire se déroule sur une petite île du Japon, dans le Pacifique, une espèce de huis clos où le héros revient sur cette île parce que il doit assister aux obsèques de son ami d'enfance, et sauf qu'à peine arrivé sur l'île, voilà, il y a des choses bizarres qui commencent à se passer, et puis il va découvrir que est-ce qu'elle est vraiment morte d'un accident, puisque il y aurait eu une autopsie de réaliser. Donc si c'était un accident, pourquoi autopsie? Et voilà, et l'enquête commence, et l'aspect fantastique va intervenir via des boucles temporelles. Et là aussi, on se prête au jeu d'imaginer voilà, qui est le coupable, qui est responsable, comment changer les choses. Donc, voilà, du polar, du thriller en manga, bien sûr, ça existe. Alors, je vais me permettre de donner mon avis sur ce titre parce que j'ai été remarquablement accro. J'ai profité d'une opération promotionnelle, comme vous le faites souvent, pour acheter les 3 premiers volumes. J'ai eu un besoin un dimanche après-midi de me procurer la suite très, très vite. Je suis allé, avec mes clés, ouvrir ma librairie fermée pour aller chercher la suite. Euh, c'est un titre qui est fait pour vous, je pense, si vous aimez donc le thriller, voilà, d'avoir ce mystère, cette île un peu mystérieuse où se cache une force un petit peu obscure. Et c'est un titre qui va s'intéresser à ce qu'on va appeler la maladie des ombres, ou ce qu'on voit souvent dans la mythologie, c'est je vais le prononcer à mon avis très très mal, les doppelgangers, qui est cette apparition d'un double maléfique qui, euh, qui a des mauvaises intentions et qui est, lorsqu'on le voit, il y a des légendes comme ça qui disent, lorsqu'on voit cette version un peu sombre de nous-mêmes, c'est annonciateur de notre mort. C'est c'est un thriller qui pour moi, que j'ai trouvé très cinématographique. J'ai trouvé que les images s'enchaînaient très très vite dans cette espèce de course contre la montre qui est un peu passionnante. C'est difficile de se fier à des personnages, on s'attache à tous, mais on ne sait pas si on peut leur faire confiance, parce que finalement, même s'ils ont l'air gentils, en fait, il peut être d'effroyables ombres sanguinaires qui pourraient se révéler. Et à côté de ça, j'ai trouvé aussi un côté très touchant à ce héros qui, comme un héros de littérature, a un background finalement, puisque c'est un garçon qui n'avait jamais déclaré son amour à la fille qu'il aimait, qui est parti en pensant se débarrasser, comme dans un bon schéma narratif de polar, hein. On a toujours ce héros qui part et qui finalement va devoir et forcer à retourner aux sources en laissant tout ce qu'il n'avait pas, tout ce qu'il avait refusé de travailler, tout ce qu'il n'avait pas voulu regarder derrière en disant voilà, je change de vie, et puis finalement cette vie le rattrape. Et il y a de ça, il y a ce héros qui est très touchant. Je trouve que c'est facile de s'identifier à ce héros qui revient là et dont il reprend pleine possession de cet amour qu'il avait voulu mettre de côté pour cette jeune fille qui on le verra, c'est difficile de ne pas spoiler, mais qu'il va revoir. Tu t'en sors très très bien. C'est effectivement toute la difficulté de parler des titres policiers ou thrillers, ne pas, ne pas révéler le fin mot de l'histoire au lecteur. Et tu parlais du Urasawa, c'est bien qu'on puisse faire un petit. Vous en avez sûrement entendu parler de Naoki Urasawa parce il est, euh, il a été un petit peu partout. Il a été à l'honneur à Angoulême. Il a eu sa propre exposition à Paris, une exposition qui a déménagé d'Angoulême à Paris et c'était. Oui, il y a 2 ans. C'est une voilà, exposition qui retraçait un peu toute sa carrière, parce que c'est un auteur incontournable du manga plutôt pour adultes. C'est un conteur hors pair qui maîtrise le côté feuilleton
qui construit vraiment ses récits pour vous attraper, ne pas vous lâcher, que vous ayez envie de tourner les pages et de connaître la suite absolument. Il a cette capacité aussi à créer des personnages très touchants et à la fois, il n'est pas dans les... il n'hésite pas à faire que ces personnages soient vieux, soient moches, ou tout simplement soient des vraies personnes, les plus réalistes possibles, les plus crédibles possibles. Et c'est ce qui les rend justement particulièrement attachants. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de les suivre. Et même si parfois ce sont des salauds, même si... voilà, cette capacité à nous accrocher qui est assez extraordinaire. Et souvent, il fonctionne avec un duo entre un personnage qui va être un enfant et un personnage plus âgé. Et comment voilà, il les fait dialoguer, comment il joue de cette dynamique entre deux personnages d'âge différents, fait qu'il est vraiment incroyable comme conteur. C'est vraiment un conteur avant tout. Et c'est vrai qu'il a, comme tu le disais, ce souci de réalisme, de surréalisme. Il est, comment dire, il est... si parfois vous avez pu être freiné par des graphismes manga en ayant l'impression que c'était une expression de... C'est vrai qu'il y a des titres qui vont montrer beaucoup de sexualité, il y a des titres qui vont montrer beaucoup de déformation. Il y a des gens qui vont dire je ne vais pas adhérer au graphisme du manga parce qu'il y a de grands yeux, il y a des pouvoirs, il y a des choses. Là, vraiment, avec Urasawa, on est sur ces gueules humaines, ces gueules cassées, ces personnages charismatiques. C'est pas les tantons flingueurs, mais c'est vraiment ces mines patibulaires qui sont vraies, qui sont parfois aussi très beaux, comme on peut le voir à l'écran. Mais on a ce côté un petit peu. Je pense que c'est pour ça que c'est plus facile peut-être pour les lecteurs de bande dessinée franco-belge de s'en saisir. Oui, et puis il a peut-être aussi, ses cases sont moins déformées, hein, il va y avoir moins d'onomatopées un peu dans tous les sens, même si il sait vraiment utiliser tous les outils de la grammaire du manga pour installer une ambiance et vraiment vous plonger dans son histoire. Euh, quand il utilise quand il va créer une scène de pluie dans Monster, avec son héros qui marche, trempé, on sent le poids du manteau dégoulinant, enfin, voilà, on est vraiment dans la peau de ces personnages. Dans Asadora, sa dernière série en cours, ce qui commence par l'arrivée d'un typhon sur Nagoya, oui, les nuages qui s'obscurcissent, le vent qui souffle, enfin, on vit ce que le personnage est en train de vivre. Et en cela, il est vraiment incroyable comme auteur. Vous avez au catalogue un nombre incroyable d'auteurs assez emblématiques. Et parmi un de ces auteurs, il y a un auteur dont vous avez un grand catalogue et qui est Inyo Asano. Et Notre chouchou. voilà, c'était important d'en parler ce soir parce que c'est un auteur qui. Je vais te laisser en parler, voilà, de parler de l'homme et ensuite je parlerai un petit peu de l'œuvre. Et c'est un auteur qui est venu, c'était l'année passée. L'année passée, oui, à Angoulême, on a eu le plaisir de le recevoir. Nous, on a publié son premier titre en 2006. C'est un auteur qui... comment parler d'Inyo Asano? Il a réussi à dépeindre cette phase très particulière dans la vie, quand quelque part, on quitte l'enfance, l'adolescence pour basculer dans l'âge adulte. On va devoir rentrer dans la vie active et peut-être faire une croix sur un certain nombre de rêves qu'on pouvait avoir. Et il a très bien dépeint ça dans Solanine. Il a réussi aussi à mettre le doigt sur le désenchantement de toute une génération de Japonais où, avec l'éclatement de la bulle économique dans les années 80, le sacro-saint emploi à vie dans les sociétés japonaises était remis en cause. Il y allait y avoir de plus en plus de jobs
de petits jobs, d'emplois précaires où on est embauché pour des contrats à courte durée. Donc, ce qui est très compliqué quand on est jeune adulte, de commencer la vie et de se projeter, enfin, de réussir à imaginer son avenir et de se dire, bah voilà, avec ce job, je vais pouvoir me payer tel appart. Non, quand on est dans une situation précaire, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et il arrive à utiliser ces situations-là et à nous faire vivre ou ressentir les problématiques, les questionnements qu'on peut avoir face à ça. En plus, où il utilise au niveau de graphiquement, il s'appuie au niveau des décors sur des photographies qu'il va prendre lui-même. Donc, il choisit ses angles de vue, son cadrage, et il prend les photos et après, il les retravaille à la tablette graphique pour réussir à intégrer tout ça. Donc, ça ancre encore plus le récit dans la réalité. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de lecteurs japonais se sont reconnus dans son titre Solanine, qui a été le titre qui l'a fait connaître du grand public. C'est aussi un titre qui a parlé à beaucoup de lecteurs en France. Parce qu'encore une fois, même si le Japon, c'est une autre société que la société française, cette période de la vie où on quitte les études pour rentrer dans la vie active, où voilà, on ne sait pas encore très bien comment les choses vont se passer. Ce sont les premiers jobs. Est-ce que finalement je m'engage dans cette carrière de comptable alors que je rêvais d'être chanteur de rock, par exemple? Voilà, il a réussi à saisir ça et à le retranscrire. Et en cela, ouais, il est assez bluffant. Messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais être obligée de vous couper parce que vous êtes passionnants, mais il y a énormément de questions, des questions techniques, des questions d'ensemble. Donc, si on veut faire plaisir à nos amis lecteurs, je vais, Michael, si tu permets, poser les questions. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. La première, c'est quelle est la signification du mot manga? C'est Philippe qui demande ça. Alors, manga, c'est composé de deux idéogrammes, de ga qui veut dire dessin et de man qui était plutôt dérisoire ou libre. Et donc, c'est fait dessin libre, dessin dérisoire, sans importance. Et Hokusai utilise ce terme-là pour distinguer ces petits croquis qu'il va faire de personnes qu'il voit passer dans la rue et qu'il croque. De ses autres travaux, plus les estampes ou les paysages. Voilà, c'était un peu une distinction qu'il faisait entre deux types de travaux graphiques. Alors Bernard demande, est-ce que le manga est réalisé à plusieurs, comme les BD, scénaristes, dessinateurs, coloristes? Oui, c'est réalisé à plusieurs. Alors, il y a un dessinateur principal, qui est l'auteur crédité des œuvres, qui travaille parfois avec un scénariste, mais surtout avec un éditeur qui va vraiment l'accompagner dans le scénario de manière beaucoup plus active et partie prenante que l'éditeur ici en bande dessinée. Et à côté de ça, il est épaulé par des assistants qui vont l'aider parce que quand on est prépublié dans un magazine hebdomadaire, il faut réussir à dessiner une vingtaine de planches par semaine. Donc c'est un rythme très soutenu. Et pour réussir à tenir la cadence, des assistants aident l'auteur principal au niveau des décors, au niveau des trames ou des onomatopées. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Alors Cathy dit, je suis complètement novice, pourriez-vous me donner des indications sur la façon de lire un manga? Alors, ça se lit dans l'autre sens. Alors, ça peut effrayer, mais il ne faut surtout pas vous effrayer. Au lieu de lire de gauche à droite, on va lire de droite à gauche, non pas le texte, mais les cases et les bulles. Voilà, c'est juste un pli à prendre. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler chez Kana,
je devais passer parfois de bande dessinée du coup franco-belge en sens de lecture occidentale à ces mangas en sens de lecture japonais. Et au bout d'un moment, je ne savais plus dans quel ordre je devais lire les choses, mais ça passe très vite et finalement, on se fait très vite à cet autre sens de lecture. Voilà. C'est vraiment un coup à prendre, mais qui vient assez facilement et naturellement. D'accord. Y a-t-il des auteurs, autrices de manga non japonais et quel pourcentage d'occidentaux, s'il y en a? Oui, il y en a. Alors, il y a des auteurs, autrices de manhwa et manhwa, donc les pendants coréens et chinois du manga. Et il y a aussi de plus en plus d'auteurs européens, ou on va dire plus largement occidentaux, qui se mettent au manga. Toute une génération de jeunes auteurs qui ont été bercés par le manga et qui ont envie de raconter des histoires dans ce format-là. La proportion est encore minime. Dans notre catalogue, ça va représenter 5% de notre catalogue. D'accord. Gira demande pourquoi les personnages n'ont-ils pas des traits japonais? Alors là aussi, ça va dépendre des auteurs. Ou un auteur comme Urasawa, dont on parlait, lui va au contraire parfois bien montrer les caractères physiques de différentes ethnies. Mais l'histoire des grands yeux, ça vient de Osamu Tezuka, donc qui est un peu le père du manga moderne et qui avait été frappé en regardant le travail de Disney par l'utilisation des grands yeux. Vous vous souvenez de Bambi, qui a des yeux gigantesques, et il a noté qu'en ayant ces grands yeux, il pouvait davantage jouer avec les émotions des personnages et donc la passer au lecteur. Donc c'est pour ça que l'utilisation des grands yeux est arrivée et il a été développé dans le manga. Mais après, voilà, en fonction des dessinateurs et de leur style, on va avoir des personnages qui feront beaucoup plus penser à des Japonais ou à d'autres types de personnes. Alors Nora, y a-t-il un chemin à suivre pour devenir mangaka? Non, il n'y a pas un chemin. C'est la même chose que pour être auteur de bande dessinée. Il y a des écoles se sont ouvertes en France ces dernières années. Il y en a une à Toulouse, il y en a une à Angoulême. Après, il n'y a pas de formation idéale, je dirais. Voilà, faut apprendre à raconter des histoires, à dessiner, et après, faut aller frapper à la porte des maisons d'édition pour essayer de se faire publier. Voilà. Alors Agnès, elle, vous avez abordé le sujet des textes qui sont absents ou pas d'ailleurs. Est-ce une norme? On parle des onomatopées, j'imagine. Oui, je suppose, oui. Alors, nous, chez Cana, c'est un choix qui a été fait dès le départ de la fondation de la maison d'édition. Les onomatopées japonaises sont, dans les mangas, sont partie intégrante de la planche et de sa construction. Ça permet parfois à l'auteur de guider le regard du lecteur dans la planche, d'accentuer un effet, une explosion ou un son ou un cri. Donc nous, on a fait le choix de conserver ces onomatopées parce que ça fait partie du dessin à proprement parler de l'auteur et uniquement de les sous-titrer en français. Mais voilà, toutes les maisons d'édition n'ont pas fait les mêmes choix. Alors Philippe voudrait savoir, Dans un recoin du monde est à l'origine du film sorti en 2017 ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Non. Henriette, elle voudrait savoir comment le style manga évolue-t-il? Ah, vaste question. Vous n'avez pas 3 heures. Hein. Oui, non, mais il évolue, mais comme la bande dessinée évolue, comme la photographie, comme la peinture, c'est les échanges entre artistes, entre auteurs, où on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce que fait tel autre auteur.
on rebondit là-dessus, on réagit, et ça nous fait évoluer dans notre pratique. Les sociétés dans lesquelles on vit évoluent, et donc évidemment les sujets que vont avoir envie d'aborder les auteurs vont aussi évoluer, vont être un reflet de l'évolution des sociétés. Alors, Bernard se demande comment déterminer si le livre doit être lu à l'occidental ou à la japonaise, parce que dans les rayons, on trouve de tout. Je ne pense pas que dans les rayons de Michael, on trouve ça soit un peu fouillis, mais comment on détermine ça? Nous, on respecte le sens de lecture original. Donc, si un auteur a créé son œuvre en sens de lecture japonaise, bah, on va publier le titre dans ce sens de lecture-là. Après, évidemment, quand ils sont rangés dans les bibliothèques, dans les rayonnages, on a que les dos. Mais après, la couverture nous indique très vite dans quel sens on va devoir prendre le livre et dans quel sens on va devoir le lire. Je ne sais pas si Michael a d'autres conseils par rapport à ça, cette appréhension par rapport au sens de lecture. C'est vrai que parfois, lorsqu'on fait un petit tour alors en librairie, maintenant, on a de plus en plus, on a pratiquement que du sens de lecture japonais, mais lorsqu'on va en médiathèque, lorsqu'on a de vieilles éditions, parfois, il y a tout un pan de l'histoire du manga où on se forçait à remettre tout à l'endroit. Je ne sais pas si tu étais déjà chez Kana à cette époque-là, mais... Chez Kana, on a toujours publié dans le sens de lecture japonais, le sens de lecture originale. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques éditions dans ma bibliothèque personnelle, d'autres maisons d'édition où effectivement on retournait les choses. Et qui s'occupe de la traduction? Un spécialiste? C'est comme pour les romans étrangers, la traduction est faite par qui? Nous, on travaille avec donc, des traducteurs externes qui sont indépendants, et donc qui maîtrisent parfaitement le japonais, mais dont la langue maternelle est le français, ce qu'on traduit vers on veut que le traducteur traduise vers sa langue maternelle. Après, en fonction des titres, des thématiques, ben, on en discute avec les traducteurs pour voir s'ils se sentent à l'aise, si le sujet va leur parler, s'ils sont à l'aise avec l'auteur, avec un style d'histoire. Voilà. Après, c'est une discussion, et évidemment de planning, parce qu'ils sont très sollicités. Et vu le rythme de publication du manga, bah voilà. Alors, je vais prendre la dernière question qui me semble assez intéressante. Kim est médiathécaire jeunesse et elle vient d'hériter d'un fonds BD manga. Quel site ressources vous me conseilleriez pour trouver à la fois les premiers mangas, des mangas qui marchent bien, mais aussi des petites? Je ne voudrais pas passer à côté. Manga News, le site Manga News est un peu un des plus anciens et du coup un des plus complets aujourd'hui, surtout par rapport aux vieilles publications. Et voilà, sur les anciennes séries, ils auront l'information, et ils sont aussi tout à fait à la page par rapport aux nouvelles publications. Je crois qu'il y a une revue qui est justement à destination des bibliothécaires et des médiathécaires, qui s'appelle Lecture Jeune, je crois, qui est... Je ne connais pas. Il me semble que c'est Lecture Jeune ou Lecture Jeunesse, c'est vraiment une revue pour les bibliothécaires. Et en fait, je connais 4-5 personnes qui fréquentent notre librairie et qui écrivent des avis manga sur toutes les nouveautés. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des documentalistes qui écrivent pour d'autres documentalistes. Et il y a bien par numéro une vingtaine de mangas chroniqués, donc c'est un bel outil. Parfait. Alors, il y a encore d'autres questions. Au pire, je vous les poserai en off et on répondra et on mettra les réponses sur notre site, mais là on va être pris par le temps. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Timothée Guédon, qui est éditeur aux éditions Kana, d'avoir été là ce soir avec nous. Remercier chaleureusement Michael Brun-Arnaud de la librairie Le Renard Doré, qui se trouve 41 rue de Jussieu à Paris dans le 5e. Allez voir Michael, parce que je pense qu'il sera de très bons conseils. En tout cas, il y a plein de commentaires dans le sens où c'était passionnant. Vous avez donné un éclairage très intéressant sur un peu la nébuleuse du manga pour les novices que nous sommes, parce que j'en suis une aussi. Avant de remercier tous nos partenaires, je voudrais juste dire que demain, on se retrouve à 19h. On retourne dans le milieu du roman et on sera avec Valentin Spitz pour le lancement de son roman qui s'appelle Un fils sans mémoire, paru aux éditions Stock. Donc, je voudrais chaleureusement remercier lecteur.com, qui est le site de la Fondation Orange, qui est notre partenaire. Je vous engage vivement à aller consulter les MOOC culturels de la Fondation Orange. Ils sont gratuits. Le MOOC BD
est encore en ligne, donc je vous engage vivement à y aller. Et si vous voulez acheter des mangas, allez chez Michael à la librairie Le Renard Doré. Maître Renard se fera un plaisir de vous conseiller. Messieurs, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie énormément d'avoir été là avec nous ce soir. Merci. Et à très vite. Et lisez des mangas parce que c'est aussi de la lecture. Bonne soirée, messieurs.